Nouvelle escalade cette semaine dans le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine, des tensions politiques en Europe et notamment bien sûr en France. Bref, on évolue dans un contexte pour le moins nauséabond et dans un monde qui est clairement actuellement au bord de la crise de nerfs. Alors est-ce que cette crise de nerfs peut plonger les marchés dans le chaos? Je pense pour ma part que effectivement nous sommes dans un moment très important et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine la crise de nerfs. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui est affiché sur cet écran. Bien sûr, pensez à activer la clochette afin de recevoir une nouvelle notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Je remercie mes partenaires, bien sûr, Trade Republic, avec qui vous pouvez bénéficier d'un petit bonus en cas d'ouverture en passant par le lien qui est en description de la vidéo, l'expertise fondamentale avec Ibu, Urutia, gestion privée pour bien sûr passer votre patrimoine au niveau supérieur. Et enfin, Pro Real Time, la technologie au service de votre trading, c'est le logiciel que j'utilise au travers de toutes mes vidéos pour mes analyses. Et ce logiciel est 100% gratuit. La semaine dernière, donc c'était dimanche, nous avons diffusé une vidéo qui a été très très appréciée. En même temps, c'est normal puisque vu la qualité du monsieur que nous avons interviewé avec Olivier, c'est Julien Godard, qui est gérant de fonds Private Equity. Un monsieur voilà, très posé, très calme, avec beaucoup d'expérience. Donc c'était une interview, une émission vraiment très intéressante. Il y aura peut-être une autre, d'ailleurs on verra en 2025, parce que je vois qu'il y a eu des retours très positifs sur ce type d'investissement qui est assez méconnu pour le moment en France, mais qui tente bien sûr à se développer. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver bien sûr en lien eh bien, la vidéo sur le private equity. J'en parle très rarement, donc voilà, je vais me permettre pour une fois, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions ces derniers temps. Bien sûr, hein, MTT, le salon d'accompagnement à l'analyse technique que j'anime avec bien sûr mon ami Michael Landreau, mais toute une équipe également derrière que je salue, que j'embrasse. Bien sûr, nous ferons un Black Friday, c'est qu'une fois dans l'année, nous, les réductions sur MTT. Et donc, il y aura une prévente jeudi pour les abonnés de la newsletter. Et après, bien sûr, eh bien, les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine jusqu'à minuit. Donc, si vous voulez être accompagné, si vous voulez vous former, si vous voulez effectivement faire partie d'une équipe, d'une communauté qui est accompagnée pratiquement 7 jours sur 7, eh bien, en toute bienveillance, bien sûr, c'est le but, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous accueillera bien entendu avec un immense plaisir. On passe maintenant à, bien sûr, la vidéo. Bon, une vidéo qui va être de toute façon complexe parce que déjà je suis un petit peu malade, donc désolé si la qualité est peut-être un petit peu moins bonne que d'habitude. Il fait froid en ce moment, même dans le sud de la France. Du coup, j'ai chopé froid. Bref, donc bien sûr, hein, une vidéo quand même assez avec un ton peut-être assez grave parce que on est dans un moment important. On est dans un moment important, bien sûr, au niveau politique, au niveau géopolitique, mais également au niveau des actions. Et les actions, bien sûr, on va en parler puisqu'on parlera du CAC et du CAC Small, mais on parlera pardon, également de Kering, on parlera de Dassault Systèmes, de Renault, Alten, Elior, SMCP, Pernod Ricard, Wendel, Iteling, Virbac, Eiffage, Morel Prom, Air Liquide et So Viridien, qui est l'ancien CGG, Worldline, Théon International, que je ne connaissais pas, qu'on m'a proposé, Ubisoft, on fera le point qui semble se dégrader un petit peu, Téléperformance, on fera le point également. SPI, Edenred, Amoeba, Zalando, on la suit depuis un petit moment, c'est en Allemagne. On parlera de Google classe A,
Alphabet. Casava Science, je ne connais pas, on m'en a parlé, on me l'a proposé, on fera un point sur SMCI, Super Microcomputer, on parlera de JD.com, on parlera également de Alibaba qui m'a été demandé, on fera un point sur Nvidia qui a publié hier, une publication qui a été plutôt intéressante d'ailleurs, on verra la réaction, et enfin je vous parlerai du titre à suivre, oui je l'ai bien pris, qui est un titre qui est assez intéressant et qui est en train de, voilà, de congestionner, de fabriquer une figure qui peut être plus ou moins intéressante. Merci beaucoup, bien sûr, pour tous les messages que vous m'envoyez toutes les semaines. Je sais que c'est une période difficile. Je sais, bien sûr, que c'est une période compliquée pour la majorité des investisseurs européens surtout, français notamment, et je sais que c'est pas évident, voilà, même pour moi, hein, c'est pas évident, tous les vendredis, après des semaines compliquées, cette semaine l'a été, c'est pas évident toujours de me présenter devant vous, et malgré tout, voilà, je veux pas vous lâcher, je veux pas voilà, baisser la tête et vous dire que je reviendrai quand ça ira mieux. Non, l'objectif c'est, je pense, c'est là qu'on fait la différence, c'est être là dans les moments difficiles et tenir dans les moments difficiles et essayer encore plus de s'accrocher dans les moments difficiles. Donc c'est cette mentalité entre guillemets que j'essaye de vous proposer et quelque part pour moi ça me fait du bien aussi, hein, ça me motive. Donc voilà, donc merci en tout cas pour vos soutiens, merci pour vos nombreux messages, merci pour vos partages sur les différents réseaux sociaux, merci pour vos commentaires, etc. qui aident beaucoup la chaîne, même dans un moment compliqué. Allez, on attaque avec un résumé de la semaine qui va être globalement assez rapide, hein. J'en profite voilà, pour activer ma webcam. Un résumé de la semaine assez rapide. Bon, on est toujours dans un moment où les publications d'entreprises, vous le savez, ont nettement ralenti. Ça va ralentir également aux US. Là, c'est sur les publications européennes. Mais voilà, on va arriver sur un mois de décembre qui va être petit à petit beaucoup plus calme sur le nombre de publications. C'est à peu près la seule chose qui est calme d'ailleurs en ce moment, puisque bien sûr, nous avons actuellement bien un conflit que vous connaissez toutes et tous, bien sûr. Je ne vais pas faire de politique, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, honnêtement, je m'intéresse de moins en moins à cette guerre parce que entre les désinformations des uns et des autres, c'est hyper compliqué de savoir réellement ce qui se passe. Toujours est-il qu'on a eu le sentiment cette semaine qu'il y a eu potentiellement une escalade, puisque Vladimir Poutine a déclaré que, eh bien, il n'excluait pas de frapper les pays dont les armes sont utilisées par Kiev en Russie, par l'Ukraine en Russie, et on parle notamment potentiellement, là aussi, je ne sais pas l'exactitude des informations, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on parle notamment apparemment de missiles américains qui auraient été envoyés par les Ukrainiens sur la Russie, et donc là, effectivement, c'est une ligne rouge qui a été potentiellement à vérifier, et je vérifierai pas parce que encore une fois ça m'intéresse pas, potentiellement franchi. Donc voilà, quelles vont être les conséquences? À ce stade, je pense qu'il y a aussi quelque part des jeux politiques, malgré tout, évidemment également aux États-Unis, avec bien sûr l'élection de Donald Trump, qui n'est pas encore investi, on le sait, ça met 1 mois et demi à 2 mois avant l'investiture officielle. En attendant, est-ce que on n'essaye pas un peu de lui savonner la planche? J'en sais rien. Toujours est-il que voilà, vous voyez, c'est extrêmement complexe de savoir. De toute manière, on n'a pas les éléments. Même les médias finalement américains n'ont pas les éléments, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça amène de la volatilité, ça amène des doutes, ça amène un certain nombre de questions pour les investisseurs. Pour autant, il y a un actif qui n'a strictement rien à faire, c'est le Bitcoin, qui est, je crois qu'il a tapé les 99 000 dollars. Donc l'ambition, c'était d'aller chercher les 100 000 à Noël. Peut-être qu'on va y aller avant, nous verrons. Donc voilà, je vais pas refaire l'année de la semaine dernière. Je trouve que c'est plus un moment sur le Bitcoin, hein, c'est plus un moment de prise de position pour moi, sauf pour jouer des petits moments, bien sûr, sur quelques jours, hein, en swing trading. Mais pour l'investisseur long terme, pour moi, voilà, on peut, oui, continuer 100 000, 105 000, 110 000, bien sûr, mais je trouve que voilà, c'est pas forcément un niveau d'opportunité extraordinaire. En revanche, on l'a vu hein, sur les autres crypto-monnaies, et notamment, je vous remercie beaucoup, parce que cette semaine, j'ai reçu énormément de messages, bien sûr, sur le trade, sur le Ripple. Hein. On a fait un trade extraordinaire, j'ai eu la chance de le partager
et la réussite de le partager sur notamment Twitter cet été, etc., avec la prise de position, les renforcements, etc. C'est un trade où on est à 150%, je crois, de plus-value. Donc c'est extraordinaire, ça fait plaisir. Et je pense, par contre, je vais faire une vidéo, bien sûr, spécifique sur les crypto-monnaies très bientôt. Je pense qu'il y a un certain nombre de crypto-monnaies qui sont dans des configurations qui sont intéressantes. Je ne vais pas vous les citer comme ça parce que sans analyse, après, voilà, ça peut avoir de l'impact. Donc je ne vais pas les citer comme. Mais ça va arriver bientôt, rassurez-vous. Je vous promets que, allez, on va dire, je me donne une deadline la première quinzaine de décembre, donc c'est pour bientôt, de vous faire bien sûr cette vidéo-là, promis. Voilà, on évolue bien sûr dans un monde où ce Bitcoin-là, bon, il continue de performer. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? On peut aussi se dire que finalement, c'est un peu le refuge, hein, quelque part, peut-être, devant des craintes, mais c'est pas faux de le penser, ou en tout cas d'y croire. Bien sûr, des perspectives économiques, on en a parlé la semaine dernière, qui sont en tendance quand même baissière. Et là, et vous le savez, hein, moi j'avais deux signes noirs potentiels pour la suite. Le premier signe noir, bien sûr, c'est la mise en danger réelle de notre pays, la France. Donc, moi, je pense qu'on est quand même à l'aube d'une mise sous tutelle de la part de l'Europe et les chiffres qui sont sortis ce matin, qui sont absolument catastrophiques. Je pèse mes mots, catastrophiques. D'ailleurs, vous devez le voir, hein, autour de vous, hein, les artisans, les commerçants, etc. Voilà, on sent vraiment, vraiment que le ralentissement, c'est pas un ralentissement, hein, que la baisse est là, de la conso, etc. Et regardez un petit peu, j'attire votre attention sur les PMI manufacturiers en France sur le mois de novembre et le PMI des services en France sur le mois de novembre, c'est absolument cataclysmique ce qui se passe. Je prends également le graphe qui retrace un petit peu ça. C'est le graphe donc de Marc Toiti. Voilà, donc c'est la slide d'après si je ne me trompe pas. Voilà, là, voilà. Donc vous avez ici le graphique. Alors là pour le coup on peut aimer ou pas aimer Marc Totti, mais là ce graphique il est factuel, hein. Donc c'est en bleu vous avez, pardon, d'abord en rouge vous avez les indices des PMI et en bleu bien sûr vous avez le PIB français qui en général bien sûr va suivre plus ou moins, bien entendu, eh bien ce que font les PMI. Et lorsque l'on voit effectivement sur le T3 2024 la chute des PMI, eh bien, il y a fort à parier que le PIB français va suivre dans la chute. Et donc, véritablement, la France, pour moi, est en danger. Le deuxième signe noir, donc ça c'est le premier signe noir que je vous avais proposé il y a de ça déjà quelques mois, le deuxième signe noir, c'est la reprise de l'inflation potentielle. Donc ça aussi, ça nous guette. Nous avons fait, parce que j'ai été aidé par Martin de Finco, nous avons fait un papier cette semaine, vous le savez, dans la newsletter, qui a été visiblement très apprécié, sur un potentiel retour de l'inflation. Donc voilà, je vous rappelle que bien sûr, cette newsletter, hein, elle est gratuite et que bien sûr elle vous permet d'accéder donc à un certain nombre d'éléments gratuitement. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous inscrire puisque c'est gratuit. Je vous mets le lien en description également et également en lien sur la vidéo. D'ailleurs, lundi, vous verrez, je vous ai fait, ça m'a été réclamé également, donc je l'ai fait. Vous recevrez lundi matin, normalement, lundi à 8h, vous recevrez mon screener, vous savez, sur la vidéo qu'on avait fait sur le trend following. Donc j'ai fait un papier pour lundi qui vous expliquera donc toute la théorie, hein, en gros, du trend following, etc. Et je vous partagerai également le code du screener. Donc vous aurez accès au code du screener pour pouvoir voilà, avoir. J'ai plusieurs screeners sur le trend following, mais je vous en partage notamment un dans cette newsletter-là. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire pour le recevoir. Encore une fois, c'est gratuit. On passe à la question de la semaine. Pardonnez-moi. On passe à la question de la semaine avec Mathieu. Je crois que c'est certainement sur Facebook. Mathieu, que je salue, qui est un local qui est pas très loin de chez moi. Ma question est la suivante. À quel moment prendre position dans une crise? Y a-t-il des signes précurseurs du non-baby? Alors, déjà, il n'y a pas de
de vérité, de certitude. Il y a un certain nombre d'éléments qui font que voilà, on peut avoir des probabilités assez intéressantes à regarder. Donc je vais vous les énumérer. Première, donc en gros, hein, c'est quand est-ce que potentiellement on a un point bas après un crash, quoi. C'est ça finalement hein, la question. Il y a, moi j'en ai vécu de crash pour moi hein, sur les 30 dernières années, il y en a eu trois. Il y a eu 2000, il y a eu 2008 et il y a eu 2020. On peut parler aussi de la crise des dettes souveraines, etc. Mais pour moi, c'était pas aussi violent quand même. Donc bon, voilà, on va dire il y a eu trois gros crashs, on va dire, importants, trois baisses majeures des marchés de plus de 40%. Moi, j'en ai vécu deux. J'ai vécu 2008 et j'ai vécu, bien sûr, 2020. 2000, j'en ai énormément entendu parler puisque mes proches, certains de mes proches faisaient déjà de la bourse, donc j'ai vécu à travers leurs histoires, entre guillemets, j'ai vécu aussi un petit peu cette baisse des claquements de la bulle de 2000. Et donc, à chaque fois, quand même, j'ai trouvé des points communs. Premier point commun, déjà, c'est que les médias sont très alarmistes. Euh, C'est-à-dire qu'actuellement, on a des médias alarmistes, mais pas autant que notamment ce que moi j'avais pu lire malgré tout en 2008, même si mes souvenirs sont assez vagues, parce que moi j'ai commencé dans cette période-là. Et surtout 2020, le crash Covid, on se souvient que voilà, ça avait été quand même, les médias disaient que c'était la fin du monde et que voilà, l'immobilier allait s'effondrer, on avait tout qui allait s'effondrer. Finalement, c'était le point bas. D'ailleurs, très intéressant, le point, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, qui sont arrivés assez récemment en bourse, hein, pour information, le point bas, la séance qui a marqué le point bas sur le CAC 40, c'est la séance où le soir même, de mémoire, Emmanuel Macron avait annoncé comment dirais-je, le fait qu'on devait rester chez nous. Donc c'était finalement, il avait annoncé que voilà, c'était officiellement terminé pour notre économie, et c'est finalement à partir de là que le marché avait décidé de rebondir et ensuite d'attaquer ce fameux rallye extraordinaire pendant un an et demi. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce qu'il faut regarder, c'est sur le plan, bien sûr, économique, hein. Donc on le voit là, sur les PMI, pour le moment, on n'est pas sur un moment euh, potentiel de point bas, puisqu'on a encore des indicateurs, je parle pour la France, hein, on a encore des indicateurs qui sont en baisse. Donc il faut d'abord attendre une stabilisation à minima de ces indicateurs économiques, voire une reprise. Voilà. Un indicateur qui fonctionne également très bien, c'est le retournement du chômage, le retournement à la baisse du chômage. C'est-à-dire qu'en général, la hausse du chômage est forcément pas un bon signe pour l'économie. D'ailleurs, on l'a vu, hein, même aux États-Unis, le chômage a un peu augmenté, bien augmenté quand même ces derniers mois, même si là il se stabilise. Donc ça se regarde. Bien sûr, ça peut être un élément important. Et enfin, ouais, il y a un élément, enfin, un des éléments les plus intéressants, c'est que on note un désintérêt total pour la bourse. Vous voyez que bah, les gens avec qui vous parlez plus du tout de la bourse, contrairement à ce qu'on a vécu ces derniers mois, ces dernières années, où il y a eu un regain énorme après le Covid hein, d'intérêt pour la bourse. Euh, on le voit là, ça a vachement ralenti quand même, hein. Les gens s'intéressent malheureusement beaucoup moins à la bourse. Et enfin, bien sûr, ce sont des confirmations techniques sur les graphiques. Alors des confirmations techniques sur les graphiques, il peut y en avoir tout un tas, mais je vais vous donner un élément qui peut être intéressant. Selon votre agressivité, vous pouvez réduire bien sûr l'unité de temps. Mais si vous prenez des graphiques mensuels, j'ai pris trois exemples, hein, donc 2000. Donc vous voyez ce qui est intéressant, par exemple 2000 hein, sur un graphique mensuel. Donc il y avait une baisse, je crois 60% hein, en 2000. Ce qui est intéressant, c'est voilà, lorsqu'on arrive à repasser au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois, qui doit à peu près correspondre d'ailleurs à la moyenne mobile à 200 jours, hein, quand on la repasse, c'est surtout potentiellement qu'elle se retourne à la hausse. Vous voyez là, on le voit, elle était baissière pendant, ça a duré pratiquement 2 ans, hein. Baissière, bien 2 ans même. Et puis voilà, ici, elle s'est retournée, vous voyez, à la hausse. Et à partir de là, alors c'est pas le point bas, hein. C'est très difficile par contre de timer le point bas, pas dire impossible. Donc bon, voilà, mais ça c'est un premier élément qui peut dire que voilà,
potentiellement, on est dans un moment assez important. Vous voyez, là, oui, c'est ça, 60% de baisse. Et on a vu, voilà, derrière le petit signal de reprise. Alors, là, pardon, c'était 2000 le slide devant, là, c'est 2008. C'est la même chose pour 2008. Vous voyez, on a eu la baisse, 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 baisse. À partir du moment où, voilà, on a le retournement ici. Voilà, alors derrière, vous allez me dire, on a refait, on est repassé en dessous. Mais voilà, j'ai pas mis la suite du graphique, bien sûr, mais c'était potentiellement un bon point d'achat, en tout cas, pour les investisseurs, notamment, et les investisseurs, notamment long terme. Ok, autre moment, donc c'est celui du Covid. Alors, celui du Covid était un peu, si vous voulez, pour moi, il y a eu vraiment une reprise en V qui a été spectaculaire. Pour moi, c'est en ça que le crash du Covid a été spectaculaire, c'est sur la reprise, la force, la vitesse de la reprise. Parce que on le voit, hein, ça a baissé 2 mois, ça a perdu 40% en 2 mois, et puis derrière, la reprise, elle a été exceptionnelle. Mais voilà, on avait eu notamment ici avec l'annonce, je crois que c'était ça, hein, c'était l'annonce du vaccin, eh bien, c'était là, la reprise, elle était potentiellement là. Alors, vous allez me dire, oui, on avait déjà bien rebondi, oui, mais enfin, on était à 5005 et derrière, on est allé à 8000, donc plus de 8000 même, donc ça veut dire qu'il y avait encore un potentiel devant nous. Voilà. Alors, il y a un élément, par contre, qui est hyper intéressant, ce sont les volumes. Vous savez, je vous parlais au début, je vous parlais du désintérêt pour la bourse qui souvent marquait potentiellement un point bas. Eh bien, qui est très intéressant par contre, et qui est commun à tous les points bas de marché, notamment sur le CAC, ce sont les volumes. Et on le voit, j'ai pris donc 4 baisses, hein, donc majeures. Donc j'ai pris bien sûr celle de 2000. Enfin, le point bas était en 2002-2003, mais celle de 2000, vous avez compris, celle de 2008, celle de 2012, et également la crise du Covid, qui a été quand même forte. Mais malgré tout, il y a des points communs, vous le voyez, c'est que les volumes, vous voyez, ils étaient extrêmement, notamment en 2003 et enfin, fin 2002, début 2003, et notamment ici fin 2008, début 2009, et également ici en 2012, et également ici donc au moment du Covid, à chaque fois les volumes étaient extrêmement faibles. Voilà. Ce qui, pour moi, est finalement révélateur du fait que ben, ouais, en fait, ben, tout le monde est sorti et il n'y a plus personne qui ose acheter. Et donc, il y a peu d'intérêt. Et tout de suite, dès qu'il y a des signaux techniques qui arrivent, eh bien, généralement, ça engendre voilà, de beaux rallyes. On le voit, hein, il y a vraiment des rallyes quand même assez intéressants à exploiter. Donc voilà, pour répondre à Mathieu, pour moi, les caractéristiques qui voilà, ne sont pas certaines, mais qui peuvent en tout cas donner des petits indices quant à une reprise potentielle après une baisse majeure des marchés. On passe désormais, donc bien sûr, maintenant ben, au marché actuel, hein, puisqu'on va passer à l'analyse, bien sûr, donc du CAC 40, avec un graphique, voilà. On essaye d'abord de commencer par le commencement, c'est-à-dire toujours prendre du recul très important. Prenez du recul sur vos graphes. Donc là, je suis sur un graphique sur le CAC mensuel. À ce stade, la tendance, bien sûr, elle est toujours haussière. C'est un CAC dividende non réinvesti, hein, c'est le CAC cash. Donc voilà, pour moi, la situation, elle est celle-ci. On évolue dans une tendance haussière. On évolue, ça c'est le côté positif, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on évolue dans une tendance haussière. Euh, mais effectivement, on évolue pour moi dans un biseau ascendant. Alors, un biseau ascendant, c'est une figure, effectivement, qui, lorsqu'elle se retourne, eh bien, en général, acte un retournement majeur, finalement. Et là, on est sur un moment, voilà, ce que vous disiez en introduction, hein, on est sur un moment très très important. Donc je zoome maintenant un petit peu sur l'unité de temps journalière. Et donc, alors, cette semaine, j'ai eu voilà, pas mal de remarques, bien sûr, hein, qui stipulaient que bon, j'étais un peu le seul à pas être aussi négatif sur le CAC, que je devais potentiellement me remettre en question. Bon, euh, c'est juste, en fait, si vous voulez, sur le CAC, c'est juste que j'ai pas d'avis en fait. C'est que j'essaye du moins d'avoir un avis technique. Et moi, à ce stade, lorsque j'observe le CAC 40, la seule chose que je peux dire, oui, c'est qu'on est en danger. Oui, c'est qu'on est sur un fil. Vous voyez, puisqu'on est effectivement sur les plus bas, sur l'oblique des plus bas entre mars 2020, entre octobre 2022 ici, effectivement, au mois d'août de cet été 2024.
Et puis là, voilà, on est dans une construction de figure. On est dans une construction de figure, on fait du zigzag, c'est dégradé, bien sûr. On est sous la moyenne mobile à 10 jours. On bloque d'ailleurs dessus, bien sûr. On est également sous la moyenne mobile, évidemment mensuelle, sous la moyenne mobile, évidemment hebdomadaire, pas besoin de vous le montrer. Mais si vous voulez, je peux pas vous dire pendant 2 ou 3 semaines, tant qu'on tient le niveau des 7150, techniquement, tout n'est pas encore perdu. Et puis, lorsqu'on y arrive, vous dire, bon, ben là, finalement, ça lâche. Donc, moi, à titre personnel, à ce stade, c'est dégradé, ça tient sur un fil, c'est très difficile. D'ailleurs, cette semaine, j'ai trouvé, à titre personnel, qu'il y avait beaucoup plus de vendeurs dans les carnets d'ordre que les semaines précédentes. D'ailleurs, cette semaine-là, pour être tout à fait franc avec vous, ne m'a pas vraiment rassuré. Mais techniquement, petit motif d'espoir, c'est qu'à ce stade, pour moi, on tient encore. D'accord? À ce stade, on tient encore. Et le gap invisible, entre guillemets, que je vous avais tracé, que tout le monde disait que le gap n'existait pas, regardez le point bas d'hier qu'on a fait. Les 2 points bas, regardez les mèches. Donc voilà, le fameux gap, pour moi, il est d'ailleurs comblé quasiment au point près. Donc on peut d'ailleurs l'effacer. Donc pour moi, on est venu là, on peut tracer effectivement, voilà, une oblique support. C'est assez simple. Tant qu'on est là-dedans, ça tient. En revanche, alors c'est là où, d'un côté, je ne suis pas aussi encore pessimiste que beaucoup d'autres, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que j'ai tort encore pour le moment. Par contre, euh, je pense sincèrement que si on lâche cette zone-là, le potentiel de baisse, il est très élevé. Euh, on parle beaucoup, on dit, voilà, beaucoup de gens disent la baisse du CAC, elle est spectaculaire, etc. Le CAC, il a perdu 13 ou 14% depuis le début de l'année. Hein. Pas depuis le début de l'année, pardon, depuis ses plus hauts. Hein. Voilà, on est à moins, depuis ses plus hauts, on est à moins de 13. C'est que dalle par rapport aux autres crises. Donc le potentiel de baisse, il peut être encore important. Et si véritablement, effectivement, on déclenche, d'ailleurs, on peut peut-être le prolonger ici. Voilà. Si véritablement on déclenche la cassure là, le potentiel de baisse, bien sûr, c'est d'aller chercher les 6008, mais je crains que les 6008 ne tiennent même pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir du rebond, mais pour moi, ce sera un signal vendeur de très long terme. Et donc, on sera véritablement en danger. Parce qu'on sera sur le 3e retour sur les 6008. Il y aura des acheteurs, très certainement, qui joueront du rebond. Mais je pense que derrière, on aura une nouvelle jambe baissière. Donc, il faudra faire attention. D'ailleurs, certains l'ont remarqué, puisqu'ils me l'ont dit en message privé, vous avez aussi une épaule, tête et épaule en formation. Pas validée, mais en formation. Qui est absolument gigantesque. Qui ressemble à celle de 2008, je crois, qui avait été une des plus belles sur le DAX. Regardez, l'épaule tête-épaule en 2008 sur le DAX, elle est extraordinaire. Elle avait été validée celle-là d'ailleurs. Donc voilà, on n'en est pas là, encore une fois, c'est pour ça que je ne veux pas vous dire que ça va être validé que ça. Tant qu'on tient les niveaux, tant qu'on tient les supports, nous n'en sommes pas là. Par contre, effectivement, le potentiel de baisse d'une épaule tête-épaule, vous les connaissez, hein, vous reportez pour le pire la tête et l'épaule. Donc baisse pour moi, logiquement, c'est plutôt les 6004. Moi, c'est plus les 6004 que je vise pour les premières baisses, qui correspondent d'ailleurs, voilà, toute la zone ici de juin, août et décembre 2022. Moi, c'est plus finalement cette zone-là que je viserai pour du moyen terme. Et si vraiment la situation s'aggrave pour un certain nombre de raisons, pour moi, ce sera même d'aller chercher les 6000, quoi. Et c'est pas impossible. Et c'est pas impossible. Voilà, donc c'est d'ailleurs la zone, voilà, d'ailleurs je l'avais remontée, mais pour moi elle est là, la grosse zone d'accumulation dans le temps. Donc tout ça pour vous dire que lorsque certains disent que je suis trop positif, je suis pas, je pense ne pas être spécialement positif ou même alarmiste. C'est juste que pour moi il faut valider techniquement les scénarios. Je suis le premier à dire, vous le savez, que voilà, les marchés certainement peuvent voilà, avoir un potentiel énorme de baisse, etc. Mais je pense que voilà, on peut encore jouer du rebond d'ici la fin de l'année, etc. Donc tant que c'est pas validé, pour moi, on n'est pas encore dans le scénario ultra pessimiste. Voilà, mais c'est pas une histoire d'être pessimiste ou positif, c'est juste attendons d'avoir les signaux validés et on sera toujours temps, et moi c'est pareil, hein, si on casse et qu'on fait un pullback,
je prendrais certainement des positions à la vente. Voilà, c'est tout. Mais bon, à ce stade, pour moi, je ne suis pas acheteur, mais tant qu'on tient encore les supports, je cherche plutôt des signaux à la hausse que des signaux à la baisse. Voilà. Et on verra bien ce qui se passe pour la suite. Ok. Vous voulez qu'on parle un peu du CAC Small? Allez, on va parler rapidement du CAC Small. Bon, en difficulté, hein, bien sûr, hein, le CAC Small, c'est lui qui a... C'est quelque part un peu l'inquiétude. Hein. C'est que lui, par contre, le CAC Small, en effet, il a complètement cassé la figure. Hein. On avait au départ, voilà, cette oblique-là. Et puis derrière, on a cassé. Et puis là, on le voit, ça souffre, ça souffre, ça souffre, ça dégaze. Donc voilà, les supports sont cassés sur les small. Ça, c'est vraiment pas encourageant. Donc on va certainement retester l'oblique ici, et puis il y aura ce support-là. Et puis par contre, il y aura, si ça dégaze, il y aura une opportunité long terme, je vous la propose ici. Hein. Pour moi, c'est point d'appui ici, point d'appui ici. Donc pour moi, et à titre personnel, si on repasse sous les 9000 points sur les small cap, eh bien moi, mon épargne long terme, elle sera investie clairement sur les small cap européennes. Voilà, bon, au travers, via des fonds, il y a des fonds, il y a des ETF, il y a tout un tas de choses. Mais pour le coup, moi, c'est de la mon épargne long terme que je viserai parce que j'estime que, voilà, à long terme, malgré tout, ou alors on fait plus de bourse. Hein. Si c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Mais en tout cas, j'estime que quand même, à long terme, il y aura peut-être un potentiel intéressant pour investir. Ok. Alors, nous allons passer donc aux actions. Bon, les actions, hein, autant vous dire que c'est compliqué, hein, il n'y a pas grand-chose. Il y a un certain nombre d'actions, bien sûr, qui sont revenues sur des supports majeurs. Donc, on va bien sûr commencer par bon, le luxe, hein, Kering, qui est bien sûr comment dire, la plus dégradée, hein, largement, largement. Donc, Kering, bien sûr, est la plus dégradée. Donc, on est toujours, voilà, on est toujours dans la figure sur Kering, mais c'est une figure qui se dégrade, quoi, voilà, clairement. Hein. Donc on est sur, on avait le biseau descendant, on l'a cassé par le bas, on est en train de construire la figure en biseau descendant sous la figure, qui est également potentiellement sur le bas de figure. Donc voilà, autant vous dire que c'est extrêmement compliqué. On est, ceci étant, sur effectivement un niveau clé, puisque c'est le niveau des plus hauts ici de, pardon, de 2000. Maintenant, si on lâche ce niveau-là et que le CAC lâche, rendez-vous pour Kering sous les 140 euros sans problème, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, pour le moment, il n'y a absolument rien à gratter. Investisseurs qui veulent absolument acheter un peu de Kering, les deux zones elles sont là et là pour moi. Donc pourquoi pas, mais sinon, trader, il n'y a absolument rien à gratter. Dassault Systèmes qui, bon, malgré tout, tient encore le coup. Voilà, on est toujours sur l'oblique. Et on en est là. Voilà, on est dans la construction. On est en train de construire, donc c'est pas inintéressant quand même dans ce système. Voilà, pour le moment, ça tient. On construit la figure et pour moi, elle attend clairement la décision du CAC. Hein, c'est clair. Hein. C'est soit le CAC lâche par le bas et Dassault Systèmes, rendez-vous à la zone suivante, c'est-à-dire ben, la zone des 22, quoi, hein, clairement. Soit le CAC rebondit et Dassault Systèmes va aller chercher l'objectif des 36. Et après, on verra pour aller chercher les 40, etc. Mais pour le moment, c'est du stand-by pour moi, c'est de la construction, comme beaucoup de titres que l'on verra, qu'on va continuer à voir dans cette vidéo. Renault, qui elle, pour le coup, n'est pas véritablement pour moi sur un support. Elle est dans un entre-deux. C'est-à-dire que si on la regarde, je vais vous la mettre en hebdo. Ouais, en hebdo, ça va suffire. Regardez. En hebdomadaire, vous voyez, pour moi, il y a une zone clé de long terme, qui est la zone en gros des 50 euros, prix rond en plus. 50 euros qui avait fait résistance ici, support, 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 cassé, à résistance, hop, et on construit la figure de congestion. Et là, on est au beau milieu de cette figure de congestion. Donc, ceux qui préfèrent acheter sur repli, c'est plutôt à proximité de cette oblique ici. Grosso modo, on verra selon la vitesse de la baisse, on va dire aux alentours des 35 euros. Signal potentiel, si on ne va pas toucher cette zone-là, signal potentiel pour moi, si on arrive à s'installer au-dessus des 44. On valide la cassure des 44. L'objectif, c'est ensuite de revenir tester la fameuse zone des 50, de congestionner et enfin de lancer une dynamique haussière long terme. Il y a du boulot. Pour le moment, pour moi, sur Renault, même si voilà, le secteur auto, malgré tout, moi je trouve qu'il
quand même, il y aura des choses à un moment donné à faire. Mais pour le moment, Renault, c'est un entre-deux. Voilà. Si vous êtes dedans, il n'y a pas de raison de vendre, mais si vous n'êtes pas dedans, il n'y a pas forcément de raison d'acheter, entre guillemets. Pas pour moi une opportunité folle sur ce niveau de prix-là. Une autre action qui est intéressante, du moins par son graphique, pour les long-termistes, c'est Alten. Alten, on le voit, déjà c'est une tendance haussière, voilà, très long terme haussière, on le voit, puisque c'est un graphique qui est haussier depuis 2002 quand même. Hein. Et donc il y a de la volatilité, c'est une action qui a perdu plus de 50% de mémoire, voilà, jusqu'à 54% depuis ses plus hauts, donc c'est pas rien. Et donc nous en sommes là. Donc là aussi, vous voyez, encore une action qui est clairement sur support. Donc, un acheteur, investisseur long terme qui n'attend pas de signaux techniques, pour moi, les 3 points d'achat, ils sont là. Trader, toujours la même chose. Trader, ben, on attend la congestion. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu, quelque part, à la configuration de... Comment ça s'appelle de Dassault Systèmes. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on arrive sur cette zone-là, il y a la mise en place d'une congestion. Et là, pour moi, en fait, Alten, elle attend. Elle est en train d'attendre. Et elle attend de voir ce que le CAC fait. Le CAC lâche par le bas, adieu. Le CAC joue du rebond. Et bien, Alten tentera, bien sûr, notamment d'aller chercher l'entrée et la fermeture de ce gap-là. C'est assez simple. Donc voilà pour Alten. On passe donc désormais à Elior. Alors, je vais prendre un tout petit peu de temps pour Elior, parce qu'il y a des nouveaux, et donc c'est vachement important de tout reprendre, parce qu'on la suit depuis longtemps, Elior. Et moi, vous le savez, je ne suis pas du genre à ne plus parler des valeurs. Et voilà, quand on fait un suivi, on le fait correctement, que ça se passe bien, que ça se passe moyennement bien, ou que ça se passe pas bien. Et c'est comme ça, je pense, sincèrement, qu'on s'améliore. Alors, Elior, on refait un petit peu tout ce qui s'était passé. Elior, déjà, on avait remarqué, en graphique hebdomadaire, on avait remarqué qu'effectivement, elle avait cassé ici cette oblique-là, pour ceux qui s'en souviennent. On avait eu, dans un premier temps, ici, la forte hausse, entre guillemets, hein, puisque Elior avait pris 86%. Le graphique paraît petit, mais c'est un graphique hebdomadaire, d'accord? Et ce qui s'était passé, c'est que lorsqu'on avait fait le retour ici, cet été, au mois de juillet, on avait dit, voilà, c'est intéressant Elior, parce qu'il y avait une belle congestion qui est en train de se mettre en place. Donc, on avait proposé un achat ici, je ne sais plus, au-dessus des 3 € ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si j'ai encore le... Non, je ne sais plus. C'était, je rentre en journalier. C'était par là, voilà, dans la congestion. Ça devait être au-dessus des 3 €. Et on avait dit, voilà, l'objectif, c'est d'aller chercher la congestion sous la zone ici, sous le niveau de résistance. Et on aura de l'avance pour jouer éventuellement un petit peu plus si affinité. On a fini, avec joie d'ailleurs, on a fini par casser par le haut. Et vous avez dit, voilà, maintenant ce qu'on va attendre, c'est effectivement la construction de la figure qui, elle, pourra ou pas véritablement changer la configuration technique de Elior sur du long terme. Cette congestion, on l'a eu. Mais, comme je vous le dis tout le temps, d'accord, sauf si vous êtes vraiment un investisseur de très long terme, que vous vous en fichez, etc., on ne joue pas les résultats. On ne joue pas les résultats. Vous pouvez, à la limite, comme là, lorsqu'on a de l'avance sur Elior, parce que si vous avez acheté Elior à 3 €, vous vous retrouvez le jour des résultats à plus 40, vous vendez, je sais pas, la moitié, les 3/4 de votre position, vous gardez un reliquat avec un stop en vous disant, bon allez, j'ai tellement d'avance que je vais garder un reliquat pour vouer, voilà, pour vouer vraiment le train de long terme, très bien. Mais pour le reste, de grâce, ne jouez pas les résultats. Surtout qu'on le voit bien depuis 2021, honnêtement, 80% des résultats sont vendus. Donc, élément important, ne jouez pas les résultats. De grâce, ne jouez pas les résultats. D'accord? Lorsqu'on fait de la bourse, on évite, sauf les investisseurs, je parle du swing trader, on évite de jouer les résultats. Mais le pire, c'est que ceux qui, finalement, jouent les résultats. Donc, parce que le problème des résultats, bien sûr, c'est que vous avez, quand il y a une mauvaise nouvelle, vous avez dans 80% des cas, vous avez des gros gaps baissiers. Et donc là, gros gap baissier, vous pouvez avoir un stop, malheureusement, ça ne sert à rien. Mais là, on a eu de la chance. Ceux qui ont quand même oublié, par exemple, qu'il y avait une publication, ont eu la chance de sortir parce que, bien, finalement, elle a ouvert dans le vert. C'est tout le paradoxe, c'est que, vous voyez, elle a ouvert à plus 2% Elior. Donc,
vous pouviez très bien vous dire, bon ben super, allez, j'ai oublié la publication, ouf, publication, peu importe comment on l'interprète, moi je trouve que la publication elle est pas bonne sur Elior. Mais peu importe, la violence du mouvement elle est peut-être légèrement exagérée, mais je trouve que la publication est pas bonne. Peu importe, je vais pas faire du fondamental là maintenant, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, une fois que l'ouverture est faite, ben, vous pouvez dire, bon, ben, l'ouverture est faite, je mets mon stop. Voilà, je mets mon invalidation sous le dernier plus bas ici du 29. Et finalement, effectivement, en séance, je me fais couper et je sors la totalité de ma position. Mais par contre, vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit, si vous avez oublié la publication et que vous voyez l'ouverture là, vous n'avez pas le droit de vous laisser embarquer dans toute la baisse. C'est pas possible. D'accord? Donc très important, bien sûr, je ne fais pas le donneur de leçons, mais juste, voilà, faites attention à ça de grâce, parce que c'est là où généralement on se fait mal, y compris avec les tailles de position. Alors on va me dire maintenant, est-ce que ça vaut le coup de rentrer sur Elior? Bah, c'est compliqué, comment voulez-vous que je vous réponde? Euh, alors pour jouer du rebond, oui, bien sûr, il va y avoir à un moment donné du rebond, on a la sensation, voilà, là les volumes, ils sont en train de ralentir, donc voilà, là il y a une petite bougie effectivement de réduction de volatilité. Il y aura peut-être des choses à tenter pour jouer du rebond. Voilà. Mais ce sera du rebond technique dans un premier temps. Et il va falloir du boulot pour pouvoir se remettre de la tendance. Donc voilà, on revient sur un support clé qui sont les plus hauts ici de avril, les plus bas ici de juillet 2024. On revient dessus. Voilà. Est-ce que les acheteurs vont se présenter? J'en sais rien. Moi, je vais la suivre pour voir du rebond technique. Si dans un rebond technique intraday, j'arrive à avoir un peu d'avance, j'essaie de garder une ligne pardon, swing. Mais sinon, anticiper là, maintenant, tout de suite, sans stop, sans stratégie, et dire que c'est un point bas long terme sur Elior, je trouve que c'est bien trop prématuré pour pouvoir le dire. Ok, nous continuons. Allez, j'accélère cette fois-ci. SMCP, je trouve que c'est bizarrement, pas bizarrement, je trouve que, pourquoi bizarrement? C'est pas bizarre. Mais je trouve qu'en tout cas, dans un moment difficile pour le luxe, ben elle, j'aurais pu le mettre dans le titre à suivre, ben elle est en train de construire, ça c'est intéressant, vous le savez, avec notamment il y a une carotte, hein, avec des rumeurs d'OPA, etc. Bon voilà, donc pour le moment elle tient bien, c'est intéressant, j'aurais pu le mettre dans le titre à suivre. On a également une baisse assez. Hop, voilà, on a une baisse quand même assez forte là aussi des volumes. Donc j'aurais pu le mettre dans le titre à suivre. Donc Elior, SMCP à suivre. Pourquoi pas au-dessus des 2,75. Pareil, regardez les dates de publication, je ne sais pas. Je pense que normalement elle est passée. Mais en tout cas, voilà, pourquoi pas SMCP, il y a peut-être quelque chose à tenter. Donc on a effectivement un graphique qui a beaucoup chuté. Et puis on a une grosse stabilisation, une congestion. Ça m'intéresse. Pernod Ricard, voilà encore une valeur qui est sur support, hein, un gros support majeur pour moi. Pernod Ricard, on va vous la mettre en mensuel parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, hein, donc on est sur le support voilà, qui est là. Alors on peut le faire un peu plus large, on s'en fiche. Un investisseur, vous n'êtes pas à quelques euros près. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un moment, voilà, on est dans un moment clé. Pour moi, pour le moment, il n'y a rien, il n'y a pas de signaux de retournement, mais on est sur un support. Voilà. Par contre, là, c'est en train, alors, on est en train de jouer avec ce support-là, hein, qui est les plus hauts de 2016, les plus hauts de 2015, etc. Rendez-vous compte, hein, Pernod Ricard, on ne parle pas d'une petite valeur, hein, elle est revenue sur les niveaux de 2015. D'il y a 10 ans, c'est 50% de baisse, ça rigole pas. Deuxième niveau d'intervention pour les long-termistes, 81 euros. Donc pour moi, si vous êtes intéressé par Pernod Ricard, on est sur un premier niveau. Voilà. Donc là, d'autant plus, hein, 106, 107, 108, 110. Deuxième niveau, 80. Et enfin, alors là, il faudrait un gros crash. Je ne vous l'ai pas mis, mais voilà, il faudrait un gros crash. Mais vraiment, si vous voulez, 40 euros. Mais bon, là, si Pernod Ricard va à 40 euros, les amis, le CAC, il sera à combien? Donc voilà, on verra bien. Mais en tout cas, on a le droit de s'y préparer. On ne sait jamais. Wendel. Alors, Wendel, c'est pas une valeur que j'aime énormément, Wendel. Mais par contre, elle a une configuration qui est pas inintéressante. Alors, est-ce que je l'ai tracée ou pas encore? Non, elle n'est pas tracée. Alors, attendez, je vais supprimer tout ça. On va la laisser en hebdo. C'est peut-être le plus propre. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est effectivement voilà, la congestion. Je ne sais pas trop comment la tracer, bon, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la congestion qui est là. Donc, il faut la suivre quand même. Il faut voir si elle va arriver potentiellement à casser par le haut. Mais voilà, quand je vois ce genre de congestion-là, je me dis, tiens, c'est pas inintéressant quand même. Alors, c'est un titre un peu mou. Moi, je ne la traite pas. Mais bon, pourquoi pas en cas de cassure des 95,5.
pour aller chercher notamment les 104. Mais vous voyez, le potentiel n'est pas immense. Ceux qui préfèrent achat sur repli, je dirais sous les 78, sous les 80, ça peut être intéressant. Voilà, donc plutôt intéressant. On peut dire que voilà, on a plus ou moins une grosse période de hausse, et puis là on a la congestion. Donc l'idée c'est de se dire bon, ben, est-ce qu'elle va arriver à relancer quelque chose? Là aussi, bien sûr, l'impact clairement du CAC va jouer. Où j'en suis? Itlink. Ah, c'est un dossier que j'aime bien, Itlink. C'est un dossier que j'aime bien. La problématique de Itlink, c'est la liquidité. Alors, voilà. C'est la liquidité. Vous voyez, c'est un graphique en zigzag. C'est une belle valeur. Enfin, moi, je trouve que c'est une belle valeur. Donc là, pour le coup, ce qu'on peut tenter de faire sur Itlink, c'est très difficile sur des valeurs aussi peu liquides de prendre des breakouts, etc. Donc, ce que je propose, j'allais dire conseil, mais c'est pas vraiment un conseil, hein, mais ce que je propose plutôt, c'est plutôt de mettre ce qu'on appelle des épuisettes. C'est-à-dire que vous mettez des petits montants à court limité. Parce que vous pouvez avoir des mèches. Vous voyez là par exemple, vous avez une mèche là, elle est où? Elle est là. Ça paraît pas, mais c'est une mèche qui fait quand même 8%. Vous voyez. Donc 8%, ça peut véritablement, vous pouvez être servi sur des ordres à court limité. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est à miner. Voilà. Par exemple, si vous dites, je veux mettre, allez, on va faire simple, vous veux mettre 3000 euros, admettons, sur Etelink, ben, ce que je vous invite à faire, c'est miner, c'est-à-dire mettre un ordre à court limité 1000 euros ici, ordre à court limité 1000 euros ici, ordre à court limité 1000 euros ici. Avec un money management plutôt défensif, car pour moi, il faut éviter les stops sur ces valeurs et il faut plutôt attendre une clôture journalière pour couper. Donc en admettant que vous miniez sur ces trois zones de prix là, je vous ai mis trois exemples, vous invalidez sous les 20,70 €. Ok. Il y a, voilà, pour moi, il y a une carotte là aussi sur Itlink, sur un potentiel rachat, etc. Donc, bon, à voir. Virbac. Alors Virbac, bon, c'est un secteur qui ne connaît visiblement pas la crise. Vous avez proposé ce niveau de support-là, nous y sommes. C'est une tendance haussière. Je pense quand même qu'il y a un potentiel supérieur de baisse. Et j'attends plutôt, pour le moment, hein, on en avait parlé apparemment, ça devait être le vendredi 18 octobre. Et je vous avais dit, voilà, moi je vise un retour sur le support là, parce qu'on a fait un rebond, avant de revenir sur le support oblique, qui est ici, qui est le plus bas de 2020, de 2022, 2023. D'accord? Donc on verra, bien sûr, en fonction de la vitesse de la baisse. Globalement, c'est ce support-là que j'attends pour les investisseurs. Deuxième zone de renfort, parce que si le support oblique pète, il faut toujours avoir ce que j'appelle un support horizontal de renfort, d'urgence. Il est plutôt dans cette zone-là, c'est-à-dire sous les 240, de 220 à 240. D'accord? On verra. Mais voilà, cette zone-là peut être intéressante. Pour les traders, intéressant de regarder la congestion là. Voilà, attention, c'est assez volatile quand même. Voilà, c'est assez erratique surtout. Mais on peut éventuellement avoir quelque chose d'intéressant sur Virbac s'il y a une congestion et si ça casse donc par le haut. On passe désormais à Eiffage. Eiffage qui est sur le support de mémoire, mais qui est en train un peu de... Voilà. Qui est en train malheureusement effectivement un peu d'être en difficulté aussi. D'ailleurs je remercie c'est Mac2108 qui est un tweetos qui est toujours extrêmement poli dans ses demandes, donc j'en profite pour le saluer. Donc Eiffage, effectivement, donc il y a ce support là, donc nous y sommes. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que bon, on est en train de gratter le support. Tout n'est pas pour autant perdu, puisque là aussi, on est, vous voyez, il y a beaucoup d'actions hein, comme ça, qui sont un peu dans des attentes, dans des biseaux descendants, dans des constructions, dans des trucs comme ça. Donc, même histoire que précédemment, hein, le CAC rebondit, on a une réintégration et on peut aller jouer notamment la fermeture de ce gap-là, qui n'a pas été totalement fermé, ici. Le CAC casse par le bas, c'est plutôt l'objectif d'aller chercher le support oblique suivant, qui serait là, voilà, qui correspond au point de passage de l'oblique qui a été touché en novembre 2011 et mars 2020. Donc on va dire grosso modo cette zone-là, la zone sous les 64 € grosso modo. Ok.
Morel. Alors, on la suit depuis un petit moment, hein, Morel. C'est vrai qu'elle a bien, je trouve qu'elle a quand même bien résisté. Et on est toujours dans la construction. Donc, on avait proposé, souvenez-vous, un achat potentiel à proximité du support là. On est dans la construction là aussi. Donc, voilà, il faut que ça pète. C'est pas fait encore, mais on est toujours dans la construction. Donc, toujours à surveiller. Hop, je supprime ça. Toujours à surveiller, voir si on arrive à faire une belle congestion et si on break par le haut. Et là, à ce moment-là, effectivement, on aura quelque chose à tenter. Air Liquide. Donc Air Liquide, j'ai toujours le même avis sur Air Liquide. Ça fait, j'ai rien changé depuis cet été. Vous avez dit, ouais, cette zone-là, il y aura un rebond, mais ce ne sera pas une opportunité pour moi. Pour les investisseurs, attendez la zone ici. Je ne sais pas si on l'aura, mais attendez. Alors, ça m'avait valu là aussi bon nombre de messages, mais malgré tout, j'avais proposé les 150. Aujourd'hui, on est à 159. Donc, on n'est plus très loin déjà d'avoir une première zone d'achat. Moi, je suis pas acheteur sur Air Liquide, c'est pas une valeur que j'apprécie. Je trouve que sur ce niveau de prix-là, ça reste malgré tout un peu cher. Mais je sais que beaucoup l'apprécient, donc voilà. Pour ceux qui l'apprécient, première zone là, la deuxième, on verra plus tard. Ok. ESSO. ESSO. Donc on en est là, toujours pareil. Donc c'est le biseau descendant hein, pour moi sur ESSO. Il y a la zone de gap ici, qui est pour moi, tant qu'on tient, si vous voulez, tant qu'on ne ferme pas ce gap, je considère que c'est de la force. Mais voilà, on est attiré de plus en plus, etc. etc. Et pour le moment, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Là aussi, on va voir si ESSO, elle est capable, bien sûr, de congestionner là-dedans, de casser l'oblique ici en rouge et de relancer. Donc ça se surveille, c'est trop tôt pour moi, à mon sens, pour y aller, mais ça se surveille pour la suite, notamment si évidemment le secteur pétrolier se tient bien. Dans le secteur également, vous avez Viridien. Viridien qui, là aussi, je trouve que vous voyez, sur les pétrolières, quand même, il y a des choses qui sont. Bon, alors, avec l'élection de Donald Trump, évidemment, fait du bien, dans l'espoir en tout cas. Mais voilà, alors c'est une tendance très baissière, hein, Viridien, attention, il faut pas, hein, je ne vais pas vous refaire le graphe d'il y a 1000 ans, c'est une tendance très baissière. Alors, on est vraiment sur du court terme, on n'est plus sur du trader. Hein. Mais ce qui est intéressant sur Viridien, c'était le biseau descendant qui a cassé par le bas, on a fait le pullback, on a construit. Juste la construction qu'on espérait là-dedans, pour le moins, elle est pas de qualité. Voilà. C'est ça qui m'embête, pas pour la suite, c'est juste que pour le moment, bah, on n'a pas, pour moi, une figure de grande qualité. Donc, on va voir si on a la capacité d'avoir une construction un petit peu meilleure. Si on arrive, par exemple, voilà, à former une espèce voilà, de tas séance avec des réductions de la volatilité. Et là, à ce moment-là, on tentera quelque chose. Warline, c'est ça a été à la fois la joie de cette semaine et en même temps la déception, Warline. Parce que elle a breaké. Voilà, elle a breaké, elle a fait, c'était sur la séance donc sur la séance donc de mercredi. Elle a fait une superbe mèche, puisqu'elle a pris quand même en séance, elle avait pris 7%. Et puis elle est revenue quasiment flat. Elle s'est arrêtée pour moi sur le support. Et elle a réintégré. Alors, il y a un certain nombre qui m'ont dit bah, c'est le fameux setup du FOFO breakout. Alors, c'est ça, hein, effectivement, le setup du FOFO breakout, à ceci près que le setup du FOFO breakout, pour moi, dans les caractéristiques que je vous ai expliquées, c'est ce setup-là, sauf que il faut être au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. C'est-à-dire qu'il faut avoir la tendance de fond qui reste haussière. Donc, voilà. Mais, à part ça, oui, ce qu'on va surveiller, c'est effectivement le faux breakout. Mais pour ça, voilà, maintenant, il faut attendre effectivement le signal, c'est-à-dire il faut attendre la congestion et la cassure de la congestion par le haut, et enfin la validation par la cassure de ce point pivot-là, c'est-à-dire des 7,20. Autrement dit, il y a beaucoup de boulot. Et autrement dit, il va falloir que le CAC soit en sacrée forme. D'ailleurs, regardez, vous avez vu, souvent on me dit que le marché ne voit pas les gaps invisibles, parce que là, vous aviez un gap invisible. Vous voyez, là, vous ne voyez pas de gap en journalier. Pourtant, il y a bel et bien un gap. Il y a bel et bien un gap. Pourquoi? Parce que là, vous avez clôturé ici ce jour-là. Vous avez ouvert ici. Et en séance, clac, vous avez fait le plus haut là. Donc, il y a bel et bien un trou de cotation. Si vous vous mettez sur les unités de temps inférieures, il y a bel et bien un trou de cotation sur ce niveau-là. Et regardez où Worldline a fait sa mèche haute. Voilà pourquoi, même en journalier, il est important de tracer correctement les gaps.
Et malheureusement, il y a trop peu d'analystes techniques qui tracent correctement les gaps. Et ils ne comprennent pas, beaucoup ne comprendront pas pourquoi il y a eu des vendeurs qui sont présentés ici. Ben, la réponse, c'est parce que on a fermé un gap. Et il y a des vendeurs qui sont venus ici. Et après, bon, ben, ça a propulsé, bien sûr, le titre vers le bas. Théon International. Donc, c'est une valeur que je ne connaissais pas. Merci celui ou celle qui me l'a proposé. D'après ce que j'ai compris, donc c'est une action néerlandaise. Vous savez que j'adore les actions néerlandaises. C'est une action qui fait de l'imagerie et de la vision nocturne, notamment pour les militaires, etc. D'après ce que j'ai compris. Et donc, effectivement, voilà, bon, ça se regarde. Alors, c'est un petit titre, hein, là, vous avez en moyenne, il y a en moyenne 500 000 euros échangés. Donc, ça va, c'est un titre, on va dire, une mid-cap. Grosso modo, ce qui est intéressant, alors ça, le point intéressant, c'est qu'on a cassé l'oblique ici en rouge. On revient sur un niveau hyper... voilà. Hop, décidément, je fais que des bêtises, moi. Voilà. On revient sur un niveau qui était un niveau de support qui, désormais, potentiellement fait résistant. Donc, c'est intéressant, encore une fois. Il me faut juste, comme d'habitude, voilà, la petite congestion. Si on a une petite congestion et qu'on la casse par l'eau, ça peut être intéressant. Petite congestion de ce type-là. Voilà. Si vous avez ça qui se représente ici, que ça casse par l'eau, d'ailleurs c'était assez intéressant, il y avait un double top ici, le double top ici sur les 9,15, 9,15, et derrière il y a eu, vous voyez, l'accélération. Il faudrait quelque chose de similaire. D'ailleurs, je n'ai pas regardé les volumes, mais à mon avis, il y avait, voilà, on le voit, réduction des volumes, vous voyez. Donc il faut strictement le même setup ici pour pouvoir valider la hausse. Ok. On continue, Ubisoft. Bon, je fais rapide, hein, Ubisoft. Voilà, ça se dégrade un petit peu quand même, donc attention. Voilà, les rumeurs ne sont plus là. On peut tracer aussi la figure comme ça, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, c'est un petit peu moyen. Attention que les déceptions ne soient pas présentes. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est jouer un ticket de loto. Téléperformance, toujours l'action en difficulté. On revient sur le. Là, c'est pareil. Hein. Là aussi, voilà, dans la continuité de ce que je vous dis sur une majorité d'actions, là aussi, support. Voilà, on est sur un support. On est en train de tracer la figure. On casse les 85. Pour moi, il y a tout qui est à refaire et on casse véritablement. En fait, sur le long terme, pour moi, voilà, on était dans une tendance baissière, le canal. On a cassé le canal et on est toujours dans la construction de la figure intermédiaire, de la petite figure. Vous savez, grande figure, petite figure. Il faut casser par le haut. Tu casses par le bas, c'est mort. Voilà, c'est mort derrière. Derrière, ça veut dire retour probablement sous les 50, etc. Et le CAC ira avec, forcément. D'accord. Mais à ce stade, c'est pas encore mort. On est sur le fil, mais c'est pas encore mort. Ok. C'est le petit point positif. SPI. Pareil, donc là, on l'a suivi depuis un petit moment, donc on l'a suivi depuis le mois de février. Vous avez dit, voilà, on va avoir une construction de figure intermédiaire et l'objectif ce sera de revenir ici sur le support. Bon, c'est allé beaucoup plus vite que prévu puisqu'on est revenu sur le support dès le mois de novembre. Donc pour moi, ouais, il y a un niveau qui est pas inintéressant ici. Voilà, le niveau des 29, 30, bah, peu importe, premier niveau. Et le deuxième niveau, il est plus bas. Donc ce sera sous les 23, sous les 24. Ça peut être un niveau intéressant. Voilà, trader, je laisse de côté. Edenred, donc, qui est évidemment en grande difficulté également. Edenred qui est également, là aussi, vous voyez, un bon nombre, hein, il y a un paquet de valeurs. Regardez le niveau, c'est pas un petit niveau hein, sur Edenred. On n'est pas n'importe où, on est sur les niveaux de 2013, 2014. Les plus bas ici de 2018, les plus bas ici de 2020, nous y sommes. Donc vous voyez le nombre incroyable de valeurs qui sont revenues sur des niveaux d'il y a 10 ans et qui sont pour moi des niveaux clés. Voilà, des niveaux clés. Donc est-ce que bien sûr ça va tenir, j'en sais rien, mais en tout cas beaucoup de valeurs sont sur des niveaux clés. Donc on va attendre et on va bien sûr suivre tout ça de très près. Amoeba, beaucoup plus spéculatif. Alors après trader, pardonnez-moi. Pardon. On est effectivement, voilà, là pareil, on a le même phénomène, hein, voilà, congestion, etc. Casse par le bas, pas bon.
on casse effectivement par le haut et on repasse au-dessus de l'oblique, signal potentiel pour jouer à minimum. J'étais un peu ambitieux hein, sur le, sur le, sur le trait, mais voilà, d'abord revenir combler le gap, etc. etc. D'ailleurs, le gap il n'est pas là, j'ai mal tracé, il est là. Ok, Amoeba, plus spéculatif. Alors, j'enlève l'aspect spéculatif d'Amoeba. Ce qui est assez intéressant sur Amoeba, c'est ça. C'est le graphique mensuel. Graphique mensuel, comme d'hab. Plus bas historique, on casse légèrement les plus bas historiques. On casse l'oblique, comme d'hab, le setup habituel. Et là, regardez, on a une forte réduction de volatilité. Vous voyez cette bougie mensuelle là, comme elle est toute petite. C'est incroyable. Regardez les volumes. Aucun volume. Aucun volume. On a des volumes historiquement bas là. Et à partir de là, c'est ce que j'appelle la construction, à partir de là, ça construit, etc., etc., etc. Là aussi, d'ailleurs, on a une belle réduction de la volatilité avec un inside bar mensuel. Très intéressant d'ailleurs. Vous pouvez le screener, ça, c'est intéressant. Les inside bars mensuels, les doubles inside bars mensuels. Donc, juste pour rappel, pour un peu de pédagogie, un inside bar, c'est ça. C'est une bougie, peu importe la couleur d'ailleurs, qui est à l'intérieur d'une autre. Et un double inside bar, c'est quand vous avez voilà, ce phénomène-là. Et ça, quand vous le screenez en mensuel, ça veut dire que vous avez une forte réduction de la volatilité de long terme. Souvent, c'est intéressant. Donc, vous pouvez vous amuser à le screener. Si vous ne savez pas le screener, je vous le ferai dans la newsletter. Voilà. Je l'entends déjà. Ok, donc bon, voilà. Et effectivement, vous voyez, on avait la réduction de volatilité qui était jusqu'ici. Voilà, regardez, belle réduction de volatilité. Bon, après, c'est plus liquide. Mais voilà, là, c'était intéressant puisqu'il y a eu la cassure avec le double triple top. Point d'appui, pullback, et on est reparti. Voilà, après, c'est une petite valeur, etc. C'était juste pour l'intérêt technique. Maintenant, ce qu'on va attendre, là aussi, c'est toujours pareil, c'est la figure de congestion intermédiaire. Ok. Zalando, donc c'est en Allemagne. Elle est repartie un petit peu, mais elle me fait pas ce que j'espérais. C'est-à-dire que, vous le savez, depuis un petit moment, je vous dis, moi, j'attends la congestion est magnifique sur Zalando. Elle est là. Voilà, on la voit, elle est magnifique. Donc, si on pète par le haut les 28 euros, ça peut être pas mal pour aller chercher les 30. Mais idéalement, j'aimerais que la congestion la pète par le bas et qu'on construise strictement la même dans la zone ici des 24, 25. Et là, par contre, je serais vivement intéressé. Parce que parfois, ces congestions intermédiaires, si vous voulez, le problème, c'est qu'elles font un faux signal et derrière, vous avez de la vente. Et là, vous avez la bonne construction et vous avez après le nouveau départ. C'est pour ça que je préfère les constructions, c'est gourmand, hein, mais je préfère les constructions qui sont sur des niveaux clés. Ça, c'est pour moi, c'est le kiff ultime parce que vraiment, on est sur un niveau où en plus, si vous voulez, vous vous retrouvez avec les investisseurs de moyen terme qui rentrent sur les niveaux clés. Donc, vous avez des probabilités, des chances de réussir qui sont pour moi supérieures. On passe à Google, classe A. Alors, moi, Google, bon, elle a fait la mèche, ok, sur la M200, mais moi, de toute façon, ce niveau-là, ça ne m'intéresse pas. Voilà, investisseur, je suis désolé. Oui, elle peut continuer à monter, oui, etc., etc. Mais moi, pour moi, c'est une très, très belle tendance, c'est une superbe action, mais pour moi, c'est pas intéressant. C'est pas un niveau très intéressant. Trader, ok, vous pouvez jouer des supports, vous pouvez jouer des robots techniques, etc. Mais pour moi, investisseur, c'est repli sur bas, sur bas de canal. Ok. Voilà, c'est assez simple, je ne vais pas rester 2 heures là-dessus. Cassava Science, donc j'imagine que c'est une biotech. On m'a parlé d'une figure intéressante. Alors déjà c'est assez erratique, donc faites pas évident quand même à trader ce genre de graphe. On m'a parlé d'une construction intéressante, oui je pense que c'est celle-ci. Ça a l'air assez clair, en effet. Ouais, voilà. Bon, ben apparemment hier, elle a déjà fait, voilà, elle a pris 20%. Donc, voilà, bon, c'est volatile, hein, bien sûr. Il va falloir casser ce niveau-là. Voilà, on le voit. Donc résistance ici, résistance là. Là, de nouveau, on a fait la mèche. Donc pourquoi pas, si on fait une petite congestion intermédiaire, 2-3 bougies type ça. Voilà, je veux ça là-dedans. Si vous voyez ça là-dedans, à ce moment-là, vous jouez la cassure, vous mettez votre stop sous votre config là, et à ce moment-là, vous jouez en objectif, revenir, péter le top. Et à la cassure du top, vous prenez une partie de vos bénéfices, et si ça continue, vous visez d'autres objectifs, comme celui-ci, et potentiellement celui-là. Ok. Et pensez à invalider quand même, je pense que c'est important.
SMCI, donc voilà, SMCI, je ne refais pas, on l'a su depuis un petit moment. On parlait notamment de ce gap-là qui a été fermé, derrière ça a relancé, donc il y a de la réaction quand même, alors c'est du trading, il y a de la réaction quand même, mais à ce stade, il n'y a pas de construction, c'est du rebond technique, d'accord. Il va falloir plus que ça, donc je pense que le rebond technique peut aller chercher les 37, pourquoi pas aller chercher le gap jusqu'à 46, mais pour moi, il n'y a pas de construction, et s'il n'y a pas de construction, c'est qu'il n'y a pas forcément des investisseurs long terme. Donc là aussi, on va voir si elle a la capacité de construire. Ça peut m'intéresser si elle construit bien. Si elle construit bien, ça peut m'intéresser. Là, pour le moment, pour moi, c'est du rebond technique, c'est du trading. JD, hop, elle est là. Ah bon, on avait fait l'analyse il y a quelques temps. Ben voilà, je vous avais dit, voilà. La cassure, ce qu'on attend, c'est la construction dans cette zone-là. Eh bien voilà, on y revient, parfait. Donc il y a eu le push, ce que je vous dis, voilà. Quand vous avez ce genre de choses, faites attention. Pas de construction, ça veut dire qu'il y a peu d'investisseurs qui ont mis des actions dedans. Donc ça veut dire que dès que effectivement il va y avoir un petit peu de vente, ça va trop vite si vous voulez. Le problème des exponentiels comme ça, c'est que les investisseurs n'ont pas le temps de s'habituer au prix. Et donc on garde toujours en tête les prix récents. Et donc on se dit, waouh, j'ai fait un gros décalage. Tandis que, effectivement, lorsque les prix restent pendant un moment, là, comme ici, vous voyez, restent pendant un moment dans la même zone, les investisseurs s'habituent à un nouveau prix et surtout, ça permet au fond d'accumuler. Donc là, c'est pas ce qui s'est passé. Donc je garde toujours pareil, effectivement, l'analyse, c'est-à-dire que pour moi, il faut construire. Voilà. J'ai pas assez de chandelier pour imaginer la figure encore, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est pour moi dans cette construction-là. Donc, on va voir si JD.com a la capacité de résister, a la capacité de rester surtout. Pour moi, il faut vraiment surtout tenir les 32 $. Si on tient les 32 $ et qu'on casse par le haut, on y va. Alibaba, pareil, on parlait beaucoup d'Alibaba et on avait atteint donc les objectifs. Parfait. Donc la construction, bon, ça, je ne vais pas revenir derrière. D'ailleurs, je vais effacer un peu tout parce que bon, ça n'a plus de sens maintenant. Hop, voilà, il faut faire un petit peu nettoyer de temps en temps. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est maintenant la construction. Est-ce qu'il va y avoir une construction? C'est ça qui va m'intéresser. Donc, l'objectif, là aussi, c'est de voir Alibaba dans cette zone-là. Point de passage à la moyenne mobile à 200 jours. Est-ce qu'il y a des acheteurs qui vont se présenter sur Alibaba ici et construire? Si on a ça, moi, je reprends position et on rejoue de nouveau quelque chose un mouvement long terme. D'accord? Pour le moment, c'est encore beaucoup trop tôt. Nvidia, on fait le suivi avant de passer au titre à suivre. Nvidia, toujours pareil. Seul point négatif pour Nvidia, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait la congestion là, elle a cassé par le bas, on revient dessus, on fait la mèche haute. C'est moyen moins. Voilà. Je vous dis comme je le pense, c'est moyen moins avec ce biseau. Ouais. On a un excès là de volume. Voilà. Je suis pas. Ça peut continuer à monter, mais ne prenez pas du Nvidia maintenant. Voilà. Ne prenez pas du Nvidia maintenant pour du long terme. Je pense que c'est pas une opportunité formidable. Sur repli, oui. Mais là, les résultats sont exceptionnels. Hein. Attention, hein, je ne dis pas que. Mais voilà, je pense que c'est plus un niveau d'opportunité extrêmement forte sur ce niveau-là. Ça peut continuer à monter. On peut aller chercher les 160, 110. Voilà. Je pense que pour un investisseur long terme, c'est pas un niveau d'opportunité extrêmement fort. Et on termine par le titre à suivre. Alors, le titre à suivre, c'est Pluxee. Pluxee qui est le résultat de la scission de la scission de Sodexo. Vous me l'avez soufflé. Merci pour ceux qui m'ont soufflé. J'ai entendu. Donc, résultat de la scission la scission de Sodexo. Ce qui est intéressant, c'est pareil, biseau descendant, on a cassé, on revient on revient fermer le gap. Encore, il y avait un bout de gap là qui fait donc des résistances. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est que désormais, on va observer la figure intermédiaire. Donc, je ne sais pas quelle figure ça va être. Mais, voilà, pourquoi pas. Si on a là aussi une réduction de volatilité accompagnée d'une réduction des volumes,
ça peut être effectivement assez intéressant de l'observer. Donc pourquoi pas, notamment si on repasse au-dessus des 20,70 €, pourquoi pas tenter un nouvel élan supplémentaire et aller chercher notamment la zone ici des 23,40 € dans un premier objectif. Voilà les amis, vous recevrez cette semaine, donc lundi, le screener de Trend Following. Donc je vous invite fortement à vous abonner pour le recevoir. C'est gratuit, je le rappelle, bien sûr, je ne vais pas le rappeler à chaque fois. Voilà, il y aura tout un tas de mails. On fera également pour celles et ceux qui veulent bien sûr profiter du Black Friday, il y aura une pré-vente pour le jeudi, avec en plus pour ceux qui s'inscrivent un petit bonus cadeau, vous verrez. Donc tout ça, ce sera annoncé bien sûr en amont dans la newsletter des jeudis. Donc voilà, merci beaucoup pour vos soutiens. Malgré la difficulté, vous êtes encore très présents et vous suivez de manière assidue toutes ces vidéos. Je vois qu'il y a beaucoup de gens également qui en parlent autour d'eux, qui sur les réseaux font des posts, des tweets, etc. Pour recommander à la fois la newsletter et à la fois les vidéos. Donc vraiment, ça fait plaisir et ça motive parce que comme je vous dis, bon, des fois, voilà, comme aujourd'hui, je suis un peu malade, vous l'avez peut-être entendu, un peu malade et un peu fatigué, pas forcément hyper motivé avec une semaine difficile, hein. Je suis comme vous, hein, je trade, donc c'est une semaine difficile pour moi sur les marchés. Mais c'est comme ça. Et voilà, mais pour autant, je veux essayer, dans une moindre mesure, de montrer l'exemple en étant le plus résilient, on va dire, possible. Et on aimerait que ce marché soit également très résilient. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi dans la newsletter. Profitez du week-end pour, bien sûr, faire plaisir et passer un moment, bien entendu, avec vos proches. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt, au week-end prochain. À plus, ciao.